Salut Pierre. Salut Brian. Salut tout le monde. Salut tout le monde, ouais. Salut les néo-autonomistes. On nous a demandé depuis novembre dernier une vidéo qu'on avait annoncée. On ne fera plus jamais ça. On les fera et on n'annonce plus. Pardon. Parce que j'ai fait du service après-vente de gens qui ont demandé après, mais ça veut dire, moi ça me fait plaisir d'un côté, c'est-à-dire qu'il y a de la demande là-dessus. On va parler, je trouve que le mot, j'en ai parlé tout à l'heure, je le trouve pas beau, mais après c'est aussi ce que ça veut dire. On va parler de pédoépuration et de la législation autour de la pédoépuration. Alors je ne veux pas spoiler, mais je ne vais pas annoncer une prochaine vidéo, mais on va avancer une grosse partie, mais tu n'as pas tous les éléments parce que ça va encore changer dans quelques jours. Très rapidement, pour les gens qui découvriraient pas beaucoup, parce que tu te présentes presque à chaque fois, depuis combien de temps, pourquoi, comment tu en es arrivé à te renseigner autant là-dessus? Pierre, c'est à toi. Encore? Très rapidement. Oui, bon, mais c'est par Joseph Orzag d'Autarcie que tout a commencé pour moi. Et donc, voilà, j'ai appris tout son concept pour passer à l'acte moi-même chez moi. Et après, j'ai lancé mon assos. Puis après, je suis devenu pro et j'ai évolué comme ça. Bon, depuis tout ça, depuis 2000... Enfin, j'avais connu Joseph en Belgique déjà, avant mon départ, avant 98. Mais là, je suis militant, je veux dire, depuis 2006-2007 et pro depuis 2009. Okay. Et puis voilà, j'ai fait évoluer un petit peu toutes ces thématiques-là du grand monde, du grand domaine de la gestion écologique de l'eau dans l'habitat. Et puis c'est un peu à ce moment-là, justement, même avant que je sois pro, mais que sont apparues les nouvelles réglementations sur l'assainissement non collectif. Donc, nouvelle loi sur l'eau en 2006, et nouvelle réglementation assainissement non collectif dans cette réglementation donc, de 2009, pardon. L'assainissement non collectif, c'était en 2009, et remanié et republié en 2012. Et l'eau de pluie, c'était à peu près en parallèle aussi, c'était les différents textes, 2007, 2008, 2009. Et donc depuis lors, quand ils ont été publiés, tous ces textes, je me suis plongé dedans et j'ai décortiqué un petit peu tout ça, j'ai analysé un petit peu tout ça. Oui, parce que c'est très indigeste, très, très complexe. Tout le langage juridique et tout législatif, c'est très complexe, c'est très, très difficile à suivre, à comprendre. Donc jamais j'aurais imaginé ça, que je ne... Je vais pas dire que c'est une passion, mais bon, c'est devenu une spécialité pour moi. Mais c'est pas pour autant passionnel, mais c'est vrai que c'est un domaine très particulier. Et voilà, c'est quand comme je dis toujours, c'est quand on gratte, qu'on fouille et qu'on trouve. Et voilà, tout ce que je trouvais, c'était pas très, très logique, très cohérent, pas toujours réglementaire non plus, malheureusement. Et donc toute cette réglementation, assainissement non collectif, donc assainissement individuel, c'est ce qui était apparu donc en premier en 2009 et modifié et republié en 2012. Mais même encore en 2012, il y avait encore des choses qui collaient pas très clairement. Et c'est de ça que je voulais parler, mais avec un bémol maintenant, parce que ce que j'avais déjà expliqué auparavant et qu'on voulait faire dans cette fameuse vidéo 6, donc qui est la 7 maintenant, mais c'était voilà, redécrire un petit peu quel était le contexte propre à l'assainissement non collectif et plus particulièrement attaché à la pédoépuration, parce que beaucoup de gens, tous les gens qui sont dans ce domaine toilettes sèches, compostage, associent très majoritairement la phytoépuration. Mais à côté de la phytoépuration, qui est, bon, comme on appelle vulgairement aussi le traitement par les plantes, même s'il n'y a pas que les plantes qui traitent, mais bon, ce sont les massifs reconstitués. Les bactéries, souvent des plantes. Ce sont les massifs reconstitués végétalisés. Mais à côté de ça, il y a la pédoépuration, et la pédoépuration, c'est encore beaucoup plus simple, puisque là, il n'y a même plus d'installation matérielle en tant que telle, c'est juste un petit réseau de petites tuyauteries PVC, juste pour se disperser l'eau, et disperser l'eau le plus en surface possible, le plus près de la couche superficielle du sol, pour faire travailler en fait le pouvoir épurateur du sol. Donc là, il n'y a plus de système, il n'y a plus de dispositif en tant que tel d'assainissement, c'est vraiment le pouvoir épurateur du sol qu'on met en œuvre, qui va travailler par lui-même pour traiter, évidemment, je le rappelle, que des eaux grises, que des eaux ménagères. Donc c'est bien, évidemment, on reste toujours dans le contexte du complément de toilettes sèches.
Je rappelle, toilette sèche, c'est un triptyque indissociable. La toilette sèche pour recueillir nos matières, le compostage qui va traiter les matières, et le troisième, évidemment, c'est le traitement sélectif des seules eaux grises qui restent à traiter, les eaux ménagères, qui sortent uniquement des cuisines et des salles de bain, qui sont très très peu chargées, qui sont très faciles à traiter. Donc ce pouvoir épurateur du sol, sur un sol évidemment de bonne qualité, est tout à fait largement suffisamment capable de digérer, de neutraliser ou de dégrader toute cette faible charge polluante qu'on retrouve dans les eaux grises. Alors Pierre, franchement, je tiens juste à te féliciter. C'est la première fois depuis qu'on commence nos séries de vidéos. Ça fait 6 minutes, on ne s'est pas encore fait d'ennemis et tu t'es pas énervé. Salaud. Est-ce que tu peux expliquer aux abonnés alors, est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet? Je vois que tu as pris quelques notes, mais c'était pour détendre parce que c'est vrai qu'on parle toujours de trucs compliqués et c'est souvent, on va dire, c'est un va-t-en-guerre puisque c'est vrai que... C'est souvent conflictuel malheureusement et problématique pour beaucoup de gens parce que j'ai envie de dire, quand on connaît justement bien la réglementation française, on se rend compte que toute la réglementation assainissement non collectif n'est fondée que sur du traitement toutes eaux, donc toutes eaux incluant les WC, et même le protocole de test aussi pour les dispositifs agréés, les filières innovantes qu'on appelle ça, qui doivent passer par un protocole de test sur les plateformes CSTB pour avoir un agrément ministériel. Tout ce protocole est aussi uniquement fondé sur du traitement toutes eaux. Donc c'est ça le gros problème, c'est que le traitement sélectif des seules eaux grises a été complètement oublié, complètement zappé de la réglementation. Donc tous les gens qui fonctionnent en toilette sèche sont presque tous confrontés à ce problème. Comment on peut traiter efficacement et de manière acceptée, de manière conforme, agréée ou pas, mais de manière conforme au niveau du contrôle du SPANC, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir être dans la légalité et traiter de manière cohérente et efficace, je dis bien cohérente et efficace. Oui, c'est pas que être légalement, on va dire, dans les clous, c'est aussi faire quelque chose qui soit dans nos valeurs, la valeur de l'autonomie, de recycler. C'est ce que je me tue toujours à expliquer. Le but de l'assainissement, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment de protéger l'environnement? Assainir à la base. Ou est-ce que c'est simplement de respecter des règles réglementaires bancales, une réglementation bancale qui n'a pas prévu tous les cas de figure, et notamment ce cas-là, qui a été complètement oublié dans la réglementation. Donc, c'est quoi le but premier de l'assainissement? Est-ce qu'on cherche vraiment à protéger efficacement l'environnement ou est-ce qu'il faut absolument respecter les règles? Mais les règles qui n'ont pas tout prévu, donc c'est ça le problème. Qu'est-ce que t'en dis? Alors rentrons dans le... Je te jure qu'il y en a là, tu fais du suspense. Moi, ce que j'en dis, il y a longtemps que je sais ce que j'en dis, ce que j'en pense, mais justement, ce que je viens de dire à l'instant, c'est quoi le but premier de l'assainissement? Si on s'en réfère au-delà des textes nationaux, au-dessus du national, il y a l'européen. Il y a la directive cadre européenne, qu'on appelle la DERU, directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines. Donc ça, c'est au-dessus de tout quand on est ressortissant européen. D'accord. Tu as d'abord tout le cadre législatif européen qui doit être retranscrit en fait dans le cadre législatif national après de chaque État. Et justement, c'est là le problème. Et c'est là que j'en viens. C'est aussi un des gros problèmes en France. Donc, la DERU, donc c'est la directive européenne 91/271/CE. Je vais quand même prendre mes lunettes, ça ira peut-être mieux. Mais donc voilà, bon, elle est connue. Il suffit de taper directive cadre DERU au UZ, on la trouve tout de suite. Le premier alinéa de l'article 3 de cette directive cadre européenne. Lorsque l'installation d'un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'il ne présenterait pas d'intérêt pour l'environnement. Premier argument. Déjà, oui. Je te vois. Pas d'intérêt pour l'environnement. Soit parce que son coût serait excessif. Deuxième argument. Des systèmes individuels ou d'autres systèmes appropriés, assurant un niveau identique de protection de l'environnement, sont utilisés. Ça veut dire quoi? Donc déjà, le premier argument repris par cette directive européenne, si ça ne présente pas un intérêt pour l'environnement, ou si son coût serait excessif, donc on parle toujours d'un réseau collectif, puisqu'il faut se rendre compte qu'un réseau collectif, ça engendre quand même beaucoup de travaux, beaucoup d'investissements financiers, puisque c'est ce qu'on appelle le tout à l'égout, le fameux réseau tout à l'égout. Mais c'est lourd en investissement, c'est lourd en travaux, c'est lourd en entretien.
Et c'est lourd aussi en financement pour tous les usagers. Mais donc, la directive est claire. Si un système collectif de tout à l'égout ne se justifie pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour l'environnement ou que son coût serait excessif, au niveau d'un développement trop disparate comme ça, des systèmes individuels ou d'autres systèmes appropriés, assurant un même niveau identique un niveau identique de protection de l'environnement, sont utilisés. Ça veut dire très clairement que là... On peut trouver des alternatives si on propose. Oui, mais l'esprit... Ce que je veux montrer, c'est que l'esprit même de l'article 3 de cette directive européenne, il est très clair, c'est une exigence de résultat, quel que soit le moyen. Tu l'avais déjà dit. Oui, je l'ai déjà dit, je le répète toujours. Celle sur la phytoépuration. Je le répète toujours, c'est fondamental. Ça, c'est l'esprit de la directive européenne. Exigence de résultat, quel que soit le moyen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, après cette directive, la France, dans sa retranscription de cette directive sur ses textes nationaux, est partie sur l'esprit totalement opposé. Qu'est-ce qu'on a appliqué en France? Une exigence de moyens, quel que soit le résultat. Et ça, c'est honteux déjà de la part de la France. C'est honteux et ça ne respecte même pas la directive européenne. Mais c'est pour ça qu'on est un peu dans ce flou et dans ces problèmes ici en France. C'est qu'on mise tous sur la technicité. Donc il faut respecter, parce que je rappelle que dans la réglementation assainissement non collectif, il y a l'arrêté prescription technique, qui concerne tout ce qui est neuf ou réhabilitation. Il y a l'autre arrêté spécifique au contrôle des installations, mais là c'est le contrôle sur... le SPANC, ça. Oui, tout est contrôlé par le SPANC, donc Service public d'assainissement non collectif, donc le bureau technique qui contrôle les installations. Et donc à côté de ça, il y a l'autre arrêté spécifique au contrôle des installations qui, lui, ne considère normalement que les installations existantes, non pas du neuf ou de la réhabilitation, mais de l'existant. Et il y a un troisième arrêté aussi concernant les vidangeurs, bon ça c'est autre chose. Là aussi, il y a déjà une grosse confusion de la part de beaucoup de SPANC, c'est que beaucoup de SPANC, par exemple, sur les premiers contrôles qu'il y avait eu, parce que bon, tous les SPANC, normalement, auraient dû tous être créés en maximum décembre 2012, ce qui n'était même pas encore le cas non plus. Mais voilà, tout ce grand programme, cette grande stratégie de contrôle des installations, bon, ce qui est logique et sensé, hein, mais ça ne se critique pas. Mais dans tout ce programme, quand les SPANC sont arrivés pour une première fois contrôler des anciennes installations, donc on ne peut pas trop jeter la pierre aux SPANC non plus, puisque quand on sait qu'ils ne sont pas spécialement formés, et encore moins sur les aspects juridiques, c'est ça qui est fou, parce que c'est eux qui viennent contrôler, et en plus c'est le seul contrôle, un diagnostic, par exemple, tous les diagnostics qu'on inclut dans une vente immobilière par exemple. Il y a, je ne sais plus, 7, 8, 9 diagnostics différents, électricité, énergie, plomb, amiante, thermite, tout ce qu'on veut, et l'assainissement non collectif. Mais dans tous ces diagnostics, il n'y en a qu'un qui est vraiment contraignant, qui peut impliquer une obligation de travaux, et c'est justement celui-là est le seul dont les techniciens ne sont pas certifiés ou agréés ou quoi que ce soit. Est-ce que je peux juste reprendre facilement, parce que des fois il y a des gens, je ne dis pas que c'est complexe, hein, mais vraiment pour essayer d'avoir un cas concret. J'ai le SPANC qui vient chez moi, j'ai mon tuyau d'eau grise, donc j'ai bien noté attention pas d'eau noire vu que je suis en toilette sèche, qui se pose sur mon sol. J'ai un sol, attention, c'est pas du béton, c'est de la terre. Je dis que je fais de la pédoépuration. Le SPANC arrive, il me met non conforme, je présume, puisque ça ne va pas dans leurs règles. Qu'est-ce qui se passe après? Je n'ai plus le droit de vivre chez moi, je n'ai plus le droit de vendre ma maison, je ne peux... Est-ce que tu peux... parce que ça, on a bien compris, après on rentrera dans le détail, mais c'est vrai que les gens aussi, tu sais qu'on va faire... parce que sinon la vidéo, elle va être assez difficile à digérer si on explique tout ça. Dans ce cas concret, quelqu'un vient chez moi, il a un badge SPANC, il est content, une petite médaille, blabla et tout. Il me dit non conforme, attention, il fait pas mal son travail, il le fait comme tu dis, comme on est censé leur avoir montré. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il m'a mis non conforme? Là, ça y est, estampillé non conforme. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Fin de la vidéo, merci. Je l'avais déjà faite celle-là, mais... Non, mais moi j'étais dans le cas, sur mon ancien chez moi dans le Gers, voilà... Le premier contrôle sur l'existant que j'avais eu, ben voilà, j'avais le système très select de Joseph Orzag, que j'avais appliqué complètement chez moi, donc sur ces 4 étapes. Très select, très peu connu en France, ben évidemment encore moins conforme. Et ben voilà, ben,
En plus, moi, elle m'a estampillé installation incomplète et non conforme. Oula, ça a dû t'énerver là. Là, te Oui, connaissant, oui, parce que en fait, incomplète, elle a défini incomplète juste sur un petit élément qui manquait. C'était, je sais plus quoi, peut-être le pré-filtre, je crois. Non, le dégraisseur. Le dégraisseur, parce que justement, sur le système de Joseph, il faut absolument que les eaux arrivent chaudes et grasses dans la cuve pour pouvoir former justement ce chapeau gras qui met le volume de l'eau en phase anaérobie. Donc il ne faut pas que ce soit en contact avec l'eau. Donc les eaux, il faut absolument qu'elles arrivent chaudes et grasses dedans. Donc il ne faut surtout pas de dégraisseur. Sauf dans la réglementation, il faut un dégraisseur. Donc c'est là encore toute la stupidité du système français, où on ne base que... Non, mais c'est vrai, on ne base tout que... Mais non, mais c'est une réalité. On ne base tout que sur de la technicité. Donc dans la réglementation, il est marqué qu'il faut avoir un système de pré-traitement, et notamment un dégraisseur, et puis le système de traitement. Mais moi, dans le concept de Joseph, il ne faut surtout pas avoir de dégraisseur. Donc c'est clair, son concept fonctionne comme ça, parce que les eaux doivent arriver chaudes et grasses dans la cuve. Pour quelle raison? Tu peux un petit peu plus déposer. Mais je viens de dire, c'est pour que l'eau soit, qu'il y ait une croûte, un chapeau gras qu'il appelle ça, une croûte grasse en surface qui permette de garder le volume d'eau en phase anaérobie, qu'il ne soit pas en contact avec l'oxygène. Juste du gras fait qu'il n'y a pas d'oxygène en dessous? Enfin, la croûte fait que ce qu'il y a en dessous, il n'y a pas de... D'accord, je pensais que... Si c'était une... Non, mais c'est un chapeau gras, mais c'est les graisses, au lieu d'être retenues dans le dégraisseur, les graisses vont rester flottantes en surface, et donc ces graisses vont faire une barrière, je veux dire, à l'oxygène, pour conserver le volume d'eau en phase anaérobie. Ça peut pas gérer une pollution, un truc comme ça? Non. Et c'est justement, contrairement à tous les autres systèmes où tu as un pré-traitement et un traitement derrière, là, le premier traitement, justement, se fait dans la première étape, dans la première cuve, où c'est une réaction biochimique naturelle, spontanée, qui se fait direct par ce phénomène-là. Et donc, il faut le respecter, ce phénomène-là. Mais tu vois, c'est ça qui est un peu couillon, quelque part, c'est que ce concept-là est prévu comme tel, mais aux yeux de la réglementation, ah oui, mais non, il vous manque le bac dégraisseur. Eh oui, parce que c'est marqué. Mais on ne peut pas le mettre. Dans ces fiches techniques. Et toi, dans le concept, on ne peut pas mettre un bac dégraisseur. Ah oui, mais aux yeux de la réglementation, il faut un bac dégraisseur. Donc incomplète. Et en plus, comme c'est pas connu, que ça respecte pas toutes les prescriptions techniques, c'est non conforme. Et si tu mets un bac dégraisseur après le premier système qui accueille les graisses, donc tu dis ça pourra pas aller plus loin parce qu'après au pire... c'est plus un pré-traitement alors. C'est plus un pré-traitement. C'est un traitement. C'est un post-traitement alors. Ça sert plus à rien. Donc, des fois, mes questions ça sont illustre bien. Idiotes. Non, Mais tu vois, mon cas, là, justement, illustre bien toute cette stupidité de la réglementation française. C'est qu'on ne s'adapte en rien au côté conceptuel et au côté performance environnementale. Il faut que ça respecte les règles techniques. Et j'ai voulu, j'avais déjà expliqué aussi précédemment, j'avais voulu attaquer ce rapport de contrôle du SPANC, où j'avais été trouver le SPANC aussi moi-même directement. Je voudrais attaquer votre rapport en justice, c'est pas pour vous attaquer, c'est pas pour attaquer la SPANC, voilà, c'est pas pour attaquer votre SPANqueuse, c'est pas pour vous emmerder, c'est juste que votre SPANqueuse, elle doit malheureusement suivre la loi telle qu'elle est écrite et appliquer la loi, sauf que justement, et ça c'est très fréquent chez beaucoup de SPANC, ici c'est un contrôle de l'existant. Et elle s'est référée pour dire oui mais il manque un bac dégraisseur. Mais ça, cette obligation de bac dégraisseur, c'est pas dans l'arrêté contrôle, c'est dans l'arrêté prescription technique. Et ça, on l'a démontré aussi avec des juristes, on l'avait démontré avec mon ancienne fédération nationale indépendante aussi et tout. L'arrêté contrôle est tout à fait différent de l'arrêté prescription technique. La conformité de l'un n'est pas systématiquement l'opposé de la non-conformité de l'autre. C'est deux notions assez difficiles à percevoir, mais c'est deux notions différentes. C'est-à-dire que sur un contrôle de l'existant, elle devait se fonder uniquement sur l'arrêté contrôle et ne plus se référer sur l'arrêté prescription technique, qui lui est une base de référence pour le neuf ou la réhabilitation. La réhabilitation, c'est du neuf aussi. Donc il faut bien comprendre que le premier arrêté prescription technique, c'est la référence pour du neuf ou de la réhabilitation. Le deuxième arrêté contrôle, c'est la base, la référence
pour de l'existant. Donc moi, comme elle était sur de l'existant, elle avait à regarder, est-ce qu'il y a un problème de pollution? Non. Est-ce qu'il y a un problème de sécurité? Non. Est-ce qu'il y a un problème de dysfonctionnement? Non. Est-ce qu'il y a un problème de sous-dimensionnement? Non. Est-ce qu'il y a un danger pour les personnes? Non. Est-ce qu'il y a un danger pour l'environnement? Non. Merci. Mais tes graisses n'allaient pas dans le bac. Ça, c'est ce qui doit s'appliquer au niveau de l'arrêté contrôle. Et c'est pour ça que je voulais dénoncer ce rapport en justice, et comme tu dis, pour créer une jurisprudence, justement, qu'enfin ce puisse être acté définitivement, parce que là, on est toujours que sur du blabla, les uns qui prétendent ceci, les autres qui prétendent cela, moi qui prétends peut-être encore autre chose, c'est tout. Donc on n'est que sur des affirmations, des prétentions, des considérations personnelles de certains, des applications à la con d'autres, il faut s'en rendre compte. Mais la loi, ça reste la loi. Et je suis absolument persuadé que si c'est arrivé sur le bureau d'un juge, ben oui, désolé, vous devez vous en référer sur de l'existant que à l'arrêté contrôle. Il n'y a pas de danger pour la personne, non. Il n'y a pas de danger pour l'environnement, non. Il n'y a pas de dysfonctionnement, non. Il n'y a pas de sous-dimensionnement caractérisé, non. Il n'y a pas de trucs techniques problématiques ou quoi, non. Voilà. Non, ok. Conforme. Point barre. Même, attention, et c'est là que je dis la subtilité, j'aurais dû être conforme par rapport à ce qui est défini dans l'arrêté contrôle comme point de contrôle, qu'elle doit respecter, et sans se référer à l'arrêté prescription. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est référée à l'arrêté prescription. Oui, mais il manque un bac dégraisseur. Non. Ça, c'est pour le contrôle du neuf. Et c'est là, c'est cette distorsion, en fait, et c'est ça, et c'est ce que je reproche beaucoup plus au ministère qu'au Spanker, ou qu'au service des Comcom ou autres, c'est que les ministères ont publié des textes qui n'ont jamais expliqué. Les spankers eux-mêmes ne sont pas formés du tout non plus sur les aspects juridiques. Parce que c'est bien la réglementation. Mais pour pouvoir faire appliquer la réglementation, il faut quand même avoir une base juridique derrière. Hein. Et je suis désolé, mais moi-même qui ne suis pas dans le métier, je ne suis pas dans le métier de l'assainissement, je veux dire, et encore moins dans le contrôle, je suis désolé, mais j'en connais quand même beaucoup plus qu'eux, quoi. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Du tout. Il n'y a pas de référentiel non plus de compétences en France. Il n'y a pas de formation juridique pour eux, alors qu'ils touchent directement au domaine du privé, avec une possible imposition de travaux et tout derrière. C'est pas normal. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il y a des distorsions au niveau de ce qu'est la réglementation et de comment on applique cette réglementation sur le terrain. Et là, c'est quelque chose, ça, ce que je viens de vous citer, l'article 3 de la directive européenne, et jamais personne ne va vous mettre ça en avant. Sauf que je suis désolé, c'est fondamental. C'est l'article européen. C'est une loi supérieure au national. Et la France a complètement bafoué l'esprit de cette directive européenne. Puisque d'une exigence de résultat, quel que soit le moyen, en France, on a retranscrit exigence de technicité, de respect des technicités, surtout, et quel que soit le résultat. Puisque comme j'ai déjà dit, le résultat, on ne le contrôle même pas. Si ça pollue, ça pollue. Si ça pollue pas, ça pollue pas. On s'en fout, on ne le sait même pas parce qu'on ne le contrôle même pas. Et dis-moi Pierre, il n'y a personne en Europe, une fois qu'on a réécrit notre truc à la française, il n'y a personne en Europe qui est venu taper des inspecteurs pour dire, excusez-nous, mais ça ne correspond pas à ce que... Enfin, je veux dire, on s'embête pas à se réunir à autant de pays pour... J'ai pas de réponse à te donner à ça parce que j'en sais rien. Je sais pas non plus comment fonctionne le contrôle législatif européen au niveau des États membres. Je sais pas trop à ce niveau-là comment ça peut fonctionner ou pas. Ça n'empêche que, moi je suis absolument convaincu, on met ça au tribunal administratif, c'est tiré, c'est cuit. Mais tu n'as aucun moyen de le savoir parce que personne ne veut aller jusque-là. Voilà, et pourtant c'est simple, hein, parce que au tribunal administratif, bon, moi le problème, c'est pour ça que je me suis fait baiser. Le problème c'est que j'ai... avoir. Je me suis fait avoir et tout, dans mon cas personnel, parce que je me suis adressé à 4 avocats différents. Parce que mon attaque aurait été un petit peu particulière. Parce que si j'attaque le rapport proprement dit, c'est le tribunal administratif direct, parce que j'attaque le rapport émis par le service administratif. Donc c'est direct le TA. Sauf que moi, c'est pas le rapport lui-même que j'attaquais. C'était le fondement qui permet d'établir le rapport. Donc là, en fait, c'est la réglementation que j'attaque. C'est ni le SPANC, ni son rapport, c'est le fondement réglementaire qui permet d'aboutir à ce genre de rapport que je voulais attaquer. Et c'est là que je me suis adressé à 4 avocats, et tous les 4, ils m'ont dit...
un peu compliqué votre histoire. Il y en a deux, ils m'ont dit ce serait plutôt le TA, deux m'ont dit ce serait plutôt le tribunal civil et tout, donc voilà, bon. Et en fait, j'ai perdu du temps, et le délai était passé, bon, il était trop tard. Donc je me suis fait un peu couillonner comme ça, mais enfin, soit. Donc même 4 avocats, il n'y en a aucun des 4 qui était sûr de savoir à qui il fallait s'adresser, à quelle juridiction il fallait s'adresser pour attaquer ça dans ce sens-là. Parce qu'il y en a deux qui m'ont dit, oui, mais comme vous attaquez pas le rapport lui-même, c'est le fondement du réglementaire, vous attaquez, ce serait plus au civil. Et oui, mais ça, les autres me disaient, mais c'est quand même le rapport. Donc, bon, voilà. Donc, c'est le problème. Mais une procédure au théâtre, c'est très simple. C'est relativement rapide. On peut le faire tout seul, il n'y a pas besoin d'avocat. Donc, moi, je pourrais assister quelqu'un aussi, s'il fallait, et tout, à ce niveau-là. Tu l'as déjà dit, si quelqu'un un jour arrive à aller jusqu'à un jugement, qui t'appelle, tu ferais le déplacement. Ah, putain. Il y a des années que j'en rêve. Non, c'est des fois... Il y a des années que j'en rêve, que je suis prêt pour ça, mais non, mais voilà, mais c'est juste que la plupart des gens, lancer une procédure et tout, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, bon, on n'en sait rien, mais parfois ça peut aller vite. Mais malheureusement, dans l'état actuel de la réglementation, tant que ça n'est pas modifié, tant que ça n'a pas évolué, je veux dire, on reste toujours tous dans le flou et dans le flou de l'interprétation de chacun, quoi. Mais punaise, restons sur les textes. Restons sur les textes. Au-delà des textes. Après, on va revenir. Tu sais, pour que la vidéo elle soit un petit peu pas dans tous les sens, mais tu parlais donc de la pédoépuration. Tu parlais donc du fait d'avoir des graisses d'abord pour que ça se gère dessous, en anaérobie. Ça, c'est le système très sélect. C'est propre au système très sélect de Joseph, ça. Ça n'a rien à voir avec la pédo. Voilà. Donc, pour la pédoépuration, alors, une personne qui pose directement ce qui sort de chez elle en eau grise, qui pose directement ça, le sol fait bien son boulot. Il n'y a rien besoin de plus. Non. Les bactéries attaquent bien comme il faut. Sous condition qu'on ait une bonne structure et une bonne nature de sol. Il faut que ce soit de la bonne terre. Il faut pas faire... On fait pas de la pédo sur du sable et on fait pas de la pédo sur de la pure argile. C'est évident. Il faut qu'on fasse travailler, là, la pédo, c'est fondé sur le travail lui-même du pouvoir épurateur du sol. C'est-à-dire tout avec la biofaune du sol, tous les micro-organismes, tout ce qui vit et qui transite dans cette couche superficielle des 50 premiers centimètres du sol, avec toute cette pédofaune aussi, et l'oxygène, parce que c'est là aussi qu'il y a le plus d'oxygène, que ça travaille le plus, c'est là qu'il y a le plus de vie. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le pouvoir épurateur du sol, et qui, lui, si le sol est bon, dans de bonnes conditions, avec suffisamment de pédofaune, est largement suffisant que pour traiter ces eaux grises très peu chargées, très peu polluées, quoi. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est plus sur une installation, sur un dispositif en tant que tel d'assainissement. Ouais. Donc on n'est plus sur un dispositif technique, sur une installation technique. On est sur le truc mais le plus simple et le plus naturel qui soit. On disperse en surface dans les 10-20 premiers centimètres du sol si possible, où ça va diffuser dans le sol, et où on va faire travailler tout simplement, le plus simplement du monde, ce pouvoir épurateur du sol. Sur un sol plat, sol en pente, peu importe. Ça peut être fait à plusieurs endroits, sur des espaliers, peu importe, on fait ça comme on veut, du moment qu'on puisse disperser de manière équitable. Donc c'est juste vous avez une tuyauterie principale qui arrive, et puis un regard répartiteur, qui lui, ce regard répartiteur, pour faire au mieux, va pouvoir répartir sur différentes branches, sur plusieurs branches, de manière équitable le flux, le volume d'eau qui arrive. Il faut que ce soit réparti de manière équitable et tout, au départ de ce regard répartisseur. Et hop, et que ce soit à différentes hauteurs, sur différents niveaux, quoi que ce soit, peu importe, c'est la répartition qui est importante. Et on va diffuser simplement dans le sol, sur ces 20, 30, 40 premiers centimètres du sol. Donc comme je dis, on ne fait pas de la pédo sur du sable ni sur de l'argile, il faut que ce soit quand même un bon sol en place. Et c'est là que je dis, l'article 6 de la réglementation, prescription technique, l'arrêté prescription technique, là, sur l'article 6, c'est lui qui définit justement les caractères principaux à respecter absolument pour pouvoir faire travailler éventuellement un sol en place, comme c'était les anciennes filières traditionnelles, comme on disait, fosse septique et épandage, que ce soit par un lit filtrant ou par des tranchées filtrantes, peu importe. Ben là, l'ancienne fosse septique ou la fosse Tuzo actuelle, c'est juste
un pré-traitement aussi, un pré-traitement de décantation des solides, qui rejette l'eau encore polluée. Donc la fosse septique, elle ne traite pas. C'est juste un pré-traitement de décantation des solides, c'est tout. Et cette eau encore polluée qui sort de la fosse septique, c'est elle qu'il faut traiter. Et donc le système traditionnel fait aussi travailler ce pouvoir réparateur du sol. Et c'est dans ce sens-là, justement, que prend toute son importance ce fameux article que je t'avais déjà parlé, et qui est déterminant aussi dans l'analyse d'une conformité ou pas de la pédo. Parce que, et ça c'est quand même très clair, et c'est aussi fondamental, faut-il encore rappeler aussi que dans toute la réglementation assainissement non collectif, les toilettes sèches et le compostage qui va avec sont considérés comme des cas particuliers. C'est dans un chapitre cas particulier. Ben oui, mais ce qui veut dire aussi qu'au regard de la réglementation, il faut le considérer comme un cas particulier et non pas rentrant dans le cadre général. Donc ça ne rentre c'est clair. pas dans leur... Okay, oui, ça aussi c'est un argument défendable. Et nous avons, notez-le si vous voulez, l'article L 2224-8, L, parce que ça c'est la partie législative, il y a la R, partie réglementaire. Donc article L 2224-8 du Code général des collectivités territoriales, qu'on appelle le CGCT. Et qu'est-ce qui dit ce fameux article du CGCT? Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article 214.2 du Code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol. Et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol, font l'objet d'un agrément délivré par un ou plusieurs organismes notifiés par l'État, la Commission européenne, donc l'agrément ministériel. Ce qui veut dire que ce qui n'est pas par le traitement par le sol doit avoir un agrément ministériel. Donc si ce qui veut dire que le sol, tu n'as pas besoin d'agrément ministériel. C'est marqué noir sur blanc. C'est marqué noir sur blanc, mais c'est pas dans l'arrêté de l'assainissement non collectif, ça. Ça, c'est dans le CGCT. C'est un autre article extérieur aux arrêtés eux-mêmes. Ça fait partie de la réglementation assainissement, mais ça n'est pas notifié dans les arrêtés eux-mêmes, dans l'arrêté prescription, dans l'arrêté contrôle. C'est une erreur volontaire? Non, on ne peut même pas dire que c'est une erreur. C'est juste qu'un cadre réglementaire, il faut prendre tout en considération. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à un article. Il ne faut pas s'arrêter à un petit arrêté ou un extrait d'arrêté et tout. Il faut regarder tout. Et quand on a un article, par exemple, qui fait un renvoi aussi, comme par exemple ici, il est marqué les installations recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article 1 tel. Donc, c'est quoi les eaux assimilées? Il faut aller voir cet article 1 tel du Code de l'environnement. Il faut toujours aller revoir. Parce que si tu restes juste sur cet article, tu n'auras pas. Si tu ne vas pas creuser les autres articles. Et combien de fois j'ai vu ça? Qu'on me rétorquait tout. Non, monsieur, excusez-moi, mais ça, c'est pas possible, selon cet article-là. Mais oui, mais monsieur, qu'est-ce qu'il est marqué dans cet article-là? On ne peut pas ceci et cela, excepté dans les conditions que l'article machin désigne. Vous avez été voir cet article machin, ce qui précise? Ou c'est une exclusion? Bug. Mais c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir une bonne lecture législative, une bonne lecture d'une réglementation, parce qu'il faut prendre tout en considération. Et c'est pour ça que je précise bien, l'article que je viens de vous lire, c'est un article du Code général des collectivités territoriales. C'est un article assainissement qui est dans le cadre de la réglementation assainissement, mais qui ne figure pas dans les arrêtés. Et la plupart du temps, les gens, comme les SPANC, les administrations et tout, ils s'en réfèrent uniquement aux arrêtés. Et ils ne vont pas voir tout ce qui est périphérique. Mais il y a plein de choses de périphériques. Mais il faut tout prendre en compte, y compris la réglementation européenne, qui ne considère pas non plus. Donc, ça veut dire que, tout ça pour résumer, grâce à cet article-là du CGCT, donc je le répète, l'article L 2224-8, grâce à cet article, ça veut dire que l'article 7 de l'arrêté lui-même, l'article 7 de l'arrêté prescription technique, il zappe. Parce que l'article 7, lui, ne fait référence qu'à des systèmes agréés. Maintenant, comme la pédoépuration fait travailler directement le pouvoir épurateur du sol, on est bien dans la catégorie des installations avec traitement par le sol. T'es d'accord? C'est clair et net? Plus que d'accord. C'est clair et net.
Donc, c'est clair, une pédoépuration qui fait travailler le pouvoir épurateur du sol n'entre pas dans le cadre de l'agrément ministériel. Point barre. Il n'y a pas besoin d'agrément. C'est hors catégorie. Ok, donc maintenant un autre cas de figure. Donc, je termine. Ça veut dire qu'on ne peut plus se référer à l'article 7 de l'arrêté prescription technique. Il ne faut plus se référer qu'à l'article 6. Et c'est cet article 6 qui donne les caractéristiques que le sol ou le terrain ou la parcelle doit respecter pour pouvoir faire ceci ou cela. Et donc, si ces caractéristiques, et notamment ces caractéristiques principales sont relatives principalement à la nature du sol et à la qualité du sol, donc si on a un bon sol en place sur les 50 premiers centimètres, qu'on a une bonne qualité de terre, on peut, et je le dis clairement, on peut clairement valider officiellement une pédoépuration en France. Okay. Grâce à cet article-là. Puisqu'on n'a pas besoin d'agrément. Je reprends tout avec une petite subtilité. Tu vas me dire, toi, ce que doivent faire les gens. Une personne qui a des toilettes sèches, donc elle a que des eaux grises. Elle a un bon sol, un sol, comme tu dis, qui permet de filtrer, une bonne terre. Vivante. Vivante. Encore mieux s'il y a de la végétation alentour et tout, voilà. Puisqu'on sait que les meilleurs sols et tout, c'est tout ce qui est sous-bois, forêt et tout, parce que là, c'est la nature, c'est la vraie vie. C'est la biomasse animale, végétale qui sont traitées et compostées conjointement et tout, et donc c'est le meilleur des sols, très humides, avec un très bon humus et qui travaille le mieux, le plus vivant. Une personne, elle a ça. Elle veut vendre sa maison. Une personne arrive, elle lui fait son test électrique, blabla, tout se passe bien, on arrive sur assainissement. Il lui met non conforme, est-ce qu'il ou elle peut vendre sa maison ou elle sera bloquée parce qu'une personne ne connaîtra pas cet article, et si oui, est-ce que devant quoi elle doit en référer si elle veut vendre sa maison parce qu'elle est pressée, parce qu'elle veut changer de région, ou qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, à t'écouter, ok, on a raison. La personne, elle dit non et c'est elle qui décide, puisque c'est ce papier qui fera que tu pourras vendre ou pas, ou louer, ou enfin, tu vois ce que je veux dire. On fait quoi? C'est qui on va voir? Là, c'est administratif, c'est qui qu'on va voir? Mais tu me posais la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on risque si on a un rapport de non-conformité sur son installation? Rien. Puisque, et c'est ce que beaucoup de Spank depuis des années et des années, beaucoup étaient un peu contraints de faire, installation non conforme, mais sans obligation de travaux, puisque ne présente pas de signe de pollution. Ne présente pas de signe de pollution, tu l'avais bien pointé, je crois, sur le... Donc non conforme mais ne pollue pas, donc si ça pollue pas, pourquoi vous m'emmerdez? Pardon, mais non, mais si ça pollue pas, c'est tout, point barre. C'est juste que c'est techniquement non conforme. Mais ça respecte tout à fait l'environnement. T'as pas répondu à ma question. C'est ça, que fait cette personne? Le seul problème qu'il y a quand on est avec un certificat de non-conformité, c'est pour une vente immobilière. Puisque, comme je disais tout à l'heure, pour une vente immobilière, dans un dossier de vente immobilière, il faut avoir tous les diagnostics. Et sur le diagnostic assainissement, merde. Monsieur, dame, vous avez une non-conformité sur l'assainissement. Bah oui, et alors? Ah oui, alors, ça veut dire qu'il va falloir... refaire un test. Non, parce qu'il faut, de toute façon, pour une vente immobilière, refaire un contrôle s'il n'y a pas un contrôle qui est valable de moins de 3 ans. Ça veut dire ça va être, en général, c'est pas obligé, mais en général, ça va être à l'acquéreur, au nouvel acquéreur, de remettre aux normes dans un délai d'1 an après l'acte de vente. D'accord. Donc, ça veut dire, messieurs, dames, qu'il va falloir réajuster un petit peu le prix de vente et tout, parce que c'est eux qui vont devoir payer une remise aux normes de l'assainissement. Alors que tu es normalement aux normes, puisque tu nous as encore prouvé par... enfin... Oui. Ça m'énerve un peu. C'est moi qui m'énerve. Tu comprends enfin un petit peu le... Non, mais j'avais déjà compris. Pourquoi c'est... Ce qui m'énerve, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. Et exactement, exactement. Et donc, on sera vraiment emmerdé. C'est seulement au niveau d'un dossier de vente immobilière, puisqu'on va être avec une non-conformité. Et je suis dans le cas aussi, sur mon installation qui était toujours non conforme, parce que j'ai refait un nouveau contrôle pour le dossier de vente immobilière, parce que je suis en train de vendre chez moi, enfin, je dirais pas où. Mais tu es dans le Tarn. Et c'est ce que j'ai dit à la spankeuse. Je lui dis, bon, vous vous souvenez de mon dernier rapport? Oui, qu'elle dit... c'est la même. Oui, vous vous souvenez que j'avais failli attaquer votre rapport et tout au justice? Oui, qu'elle dit tout, bon voilà... Et bon, voilà, on s'entend très bien, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien de personnel. Hein. Et je lui dis, bon, maintenant, il faudrait qu'on trouve une solution. Parce que je sais maintenant que l'acquéreur qui va reprendre derrière, enfin l'acquéreuse, veut rester en fonctionnement toilette sèche. Avec compost et avec le traitement très select. Elle ne veut rien changer.
Donc maintenant, avec le dossier de vente, théoriquement, vous êtes obligé de lui mettre sous contrainte une remise aux normes sous un délai d'1 an. Remise aux normes, ça sous-entend quoi? Remise aux normes systématiquement, pour être aux normes, avec un traitement toutes eaux. Où on va lui imposer de refaire un investissement. Donc moi, je vais dégréver d'une partie de l'estimation d'une remise aux normes. Et elle, on va l'obliger à investir aussi de l'argent pour faire une remise aux normes avec une installation de traitement toutes eaux pour ne traiter toujours que ces eaux grises. Alors qu'elle a un système plus que complet. Parce que sur le papier, c'était incomplet, mais mon système était plus que complet parce que j'ai mis toute l'installation complète en 4 étapes de Joseph. Donc là, c'est le summum, j'ai envie de dire. Tu peux pas faire mieux. Test à l'appui. En plus, tu as fait des tests après pour montrer la... Mais selon la loi, ma nouvelle acquéreuse, elle serait obligée de remettre aux normes. Je dis, attendez, il faut pas déconner, quoi. Vous connaissez mon système? Ah oui, mais je sais qu'il fonctionne très bien, qu'elle dit. C'est juste au regard de la réglementation, mais moi je sais qu'il fonctionne très bien, j'ai aucun doute là-dessus, qu'elle dit. Bon, mais je dis, écoutez, on va pas faire le con, hein. On va pas jouer au con. Hein. Mon acquéreuse et tout, elle achète, elle va rester, elle s'engage à rester comme ça. Toilette sèche, compost, traitement très select de Joseph. Venez pas l'emmerder dans 1 an pour faire une remise aux normes avec un système toutes eaux, quoi. Sinon tu veilles. Hein? Parce que toi t'aimerais bien qu'il se passe... Ah mais ça je ferais, ah oui, mais là je le ferais direct, ça c'est sûr. Bon, elle m'a dit non, on va pas jouer au con non plus, qu'elle dit, parce que bon, on sait que c'est toujours difficile aussi à suivre vraiment le respect des remises aux normes et tout, et en plus des délais d'1 an et tout, c'est souvent difficile à respecter et tout. Elle m'a dit non, on va pas venir l'emmerder, on connaît le système, on sait que ça pollue pas, et en effet, vous avez raison, qu'elle dit, bon voilà, si ça, on sait que ça fonctionne très bien, sans aucun risque de pollution, à quoi ça sert d'aller rechanger ça, d'éliminer ça, pour remettre un système toutes eaux qui risquera de faire beaucoup moins bien. Donc elle a dit, bon, elle a admis, elle a accepté, elle a dit, ok, bon, on ne réclamera pas de remise aux normes à la nouvelle acquéreuse. Donc voilà, mais ça, ce n'est que du bon sens. C'est pas ce que dit la réglementation, mais ce n'est que du bon sens et de la cohérence. Mais il n'y a rien de cohérent dans la réglementation française. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et justement, quand on dit non conforme mais ne pollue pas, c'est là qu'on constate toute cette hypocrisie et toute cette stupidité de la réglementation française. Puisque, comme je disais, le but de l'assainissement, c'est de protéger l'environnement. Et ici, tous les gens qui fonctionnent dans ce concept, toilette sèche, compostage, que ce soit phyto, que ce soit pédo, que ce soit très select ou autre, mais tous ces dispositifs performants dans le sens de la protection de l'environnement, clac, on se fait tous casser. Pas conforme, pas conforme, pas conforme. Putain, mais on est techniquement pas conforme, mais on est plus que conforme dans un sens environnemental. C'est ça qu'il faut comprendre. Et après, tu as le droit de mettre des produits qui défoncent toutes les plantes dans ton jardin. Enfin bon, tu sais que ça fait déjà 43 minutes. Alors, chaque fois quand j'annonce le temps, vu qu'il y a du montage, ce sera peut-être pas ce que les gens vont voir en direct. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus ou on a quand même fait un bon tour? Parce que ça reprend quand même ce qu'on a... Mais là, bon, ici, c'est vrai que on n'aura peut-être pas beaucoup appris de choses aux gens qui nous suivent parce que j'avais déjà expliqué tout ça. Juste, s'il y avait quelque chose qu'il fallait préciser. Ici, bon, c'était une remise un peu au clair, un petit rappel de ce que j'avais déjà parlé précédemment et de ce qui est actuellement dans la réglementation, de comment il faut lire cette réglementation et comment on peut ou on doit l'interpréter de manière juste et cohérente et respectable, je veux dire, au sens même de la réglementation. Mais à côté de ça, c'est juste qu'il faudra qu'on en reparle d'ici je ne sais pas combien de mois, mais théoriquement, il se pourrait que d'ici 2022, il y ait une validation, une formulation, une validation. Je ne sais pas si ça passera par une dérogation, par une filière dérogatoire ou par un agrément. J'imagine que ça ne passera pas par un agrément, parce que dans le protocole de test des agréments, comme je te disais, il n'y a rien qui est prévu pour des traitements uniquement aux grises, c'est que prévu pour du traitement toutes eaux. Donc je pense qu'on ne peut même pas avoir un agrément aux grises en France. Donc je ne sais pas sous quelle forme ça passera, mais je sais, j'ai eu plusieurs échos en tout cas, je n'ai pas encore tous les détails. Mais il y a une procédure en cours, maintenant, actuellement, là, il y a une procédure en cours pour avoir une validation officielle, une reconnaissance officielle ministérielle pour une pédo-épuration aux grises. Ça, ce serait fort. Enfin! Enfin, ouais. Enfin! Putain, il aura fallu le temps, hein. Alors, il aura fallu le temps, hein. Je vais détendre un peu. Pour retomber simplement dans la logique et le bon sens et la cohérence environnementale, ça date de 2009, hein, là. Ah oui, quand même. Hein? Ouais, Bon. tu l'avais dit aussi. Eh, ça fait 12 ans, hein.
Ah, mais il faut être patient. Oui, bah, oui, mais bon. Bon, Pierre, je vais détendre un peu l'atmosphère. Oui. J'ai ouï dire que T'as ouï dire tu es tellement passionné par ton sujet que tu as travaillé chez l'Ecopo. Parce que tu maîtrises un peu le bois. Ah, tu peux, ils m'en ont parlé, donc le monde est petit, hein, je tenais à le dire. Est-ce que tu pourrais... Je suis menuisier, moi, d'origine. Hein. D'origine, moi, je suis menuisier. T'es menuisier d'origine. Je l'ai appris ce matin. Et tu touches à tout. Hein. C'est dingue. Sauf aux toilettes normales. Dis-moi, on va faire un... Alors, je ne vais pas appeler ça de la promotion parce que ça va rendre service à beaucoup de monde. Est-ce que tu pourrais nous parler, parce que maintenant c'est plus que sur les starting blocks, est-ce que tu pourrais nous parler de ton activité qui fait que tu as tellement de demandes, qu'il y a de la place pour beaucoup de monde et que maintenant tu formes des gens, pas pour qu'ils installent leur système, pour qu'ils deviennent installateurs, pour aider le plus rapidement possible des personnes. Déjà, tu as combien de demandes à peu près de gens qui voudraient être installateurs ? Mais tout ça, c'est de ta faute aussi. Hein. Ah merde. C'est à cause de tes saloperies de vidéo, là. Plains-toi. Mais non, évidemment, je peux pas me plaindre. C'est une grande réjouissance parce que ça démontre justement que, ben voilà, toilette sèche, compostage, assainissement écologique, c'est ah, mais c'est en plein développement parce que ça commence. Beaucoup de gens maintenant commencent à prendre conscience. Mais déjà aussi, grâce à des gens comme toi. À chaque fois, tu me caresses dans le sens du poil. Tu dis, mais c'est pas. Mais non, mais c'est vrai. C'est les gens qui prennent conscience. C'est pas à cause, c'est grâce. Non, mais oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que si beaucoup de gens commencent vraiment à prendre conscience de certaines choses très importantes, très fondamentales et particulières, précises, mais c'est aussi grâce à des gens comme toi qui diffusent l'information. Parce que combien de fois on me disait, punaise, mais oui, mais où est-ce qu'on peut trouver de la bonne information ? C'est ce qui m'est arrivé il y a 4 ans. Hein, pendant des années, je ne savais même pas quoi répondre, quoi. Mais je disais, allez voir si, il y a les 2 magazines, papier, la Maison écologique, Habitat naturel et tout. Mais maintenant, il y a toi, mais qui a peut-être... Et d'autres, hein, attention, il y a beaucoup de chaînes qui... Mais toi, dans tous les domaines de l'autonomie, tu as quand même une très belle audience et tout, les gens te sont fidèles et tout, et tu fais très bien ton boulot. Donc mettez des likes si ça me plaît. C'est grâce aux gens. Hein. Mais non, mais il faut dire les choses comme elles sont, il faut être honnête par rapport à tout le monde, mais c'est comme ça, tu y participes aussi, moi j'y participe de ma manière pro, toi tu y participes de ta manière com, et, enfin communication je sais. Ouais, d'une manière com, j'ai pas entendu. Mais c'est tout un ensemble. Arrête de se tourner autour du... Dis-nous combien de personnes que les gens... C'est tout ça qui fait que beaucoup de gens maintenant prennent conscience de beaucoup de choses, que ce soit dans ces domaines-là, ou même dans l'eau de pluie aussi, ou l'énergétique, ou quoi que ce soit. Combien d'apprentis installateurs pourraient aider les gens ? J'ai eu une foule quand même assez impressionnante de gens qui m'ont contacté en tant que client depuis ces vidéos de l'année dernière, depuis 1 an, mais aussi depuis 1 an, au travers aussi de ces vidéos qu'on a fait ensemble, mais des gens, surtout sur la première vidéo qu'on avait filmée chez mon client, où là c'était quand même... C'était bien accueilli, adorable. Ouais, c'était vraiment du concret, du visuel, exemplatif, et j'imaginais pas que, je vous le dis à tous aussi, j'imaginais pas que ça aurait eu un tel impact quand même. Mais que ça aurait eu un tel impact aussi séduisant, je veux dire, pour les gens. Qu'ils aient reçu ça, je veux dire, de manière aussi... captivé, je veux dire, et tout, et non, je m'attendais vraiment pas à ça. Et ça a séduit tellement les gens, mais qu'il y a des gens aussi, monsieur et madame tout le monde, qui m'ont écrit et tout, mais putain, mais c'est génial ce que tu fais. Ton concept, il est génial, ton fonctionnement, il est génial, ta relation avec tes clients, elle est géniale et tout. C'est tellement génial qu'on a envie de faire la même chose, est-ce que tu peux me former ? Il y a beaucoup de gens qui veulent changer de métier, qui me contactent, qui ont fait des burn-out sur des métiers qui, pour eux, ne servaient à rien. Et ça pourrait être très séduisant, et moi je ne peux que leur dire. C'est aussi quelque chose de très séduisant, c'est l'esprit maintenant, depuis 1 an, je constate vraiment, je t'ai déjà dit, un changement de motivation, de conviction et de conscience dans la présentation que mes nouveaux clients me font de leurs projets, où je sens qu'il y a vraiment des évidences. Ils commencent à savoir de quoi ils parlent aussi. Oui, c'est plus un projet purement écolo, bobo, quelque chose comme ça et tout. Non, j'ai jamais eu de clients qui faisaient ça pour se la péter, mais je veux dire, mais c'était pas un truc, tu sais, un peu perché, écolo, machin et tout. Non. Maintenant, ça coule de source. Pour beaucoup de gens. Ils
ils partent dans un gros projet, une grosse réno ou une nouvelle construction ou quelque chose comme ça, eh ben autant faire les choses bien. Ils mettent un budget là-dedans. Et on part directement sur l'autonomie en eau et souvent l'autonomie avec énergétique, électrique, aussi alimentaire parfois et tout. Mais les deux, c'est pas que l'eau de pluie, c'est les deux maintenant vont de plus en plus de pair et les gens comprennent et ils sont de plus en plus conscients. Et ça, on y participe aussi tous les deux. Mais ce qui est fou, c'est que même ces vidéos ont généré une cinquantaine de contacts. Ah, mais ça joué le 6 semaines, ça y est, voilà, une cinquantaine de gens depuis un an qui ont vu surtout la première vidéo et en me disant putain, mais ce que tu fais, c'est génial, ça a du sens. Et nous, on ne trouve plus de sens dans notre boulot actuel. Et on voudrait redonner du sens dans notre vie, dans ce qu'on fait, et retrouver du sens dans notre boulot. Et ce que tu fais, ça a vraiment un sens profond au niveau de l'environnement, au niveau humain, au niveau social, au niveau de, voilà, comme on dit, oui, mais j'arrive maintenant à l'admettre et à l'accepter, à le considérer comme tel. Ben oui, toi comme moi, on fait aussi partie des acteurs du nouveau monde et tout, de ce nouveau fonctionnement, d'un nouveau monde plus social, plus humain. Et voilà, ça y participe, et on y participe chacun à notre modeste échelle et tout, mais l'un plus l'un plus l'un plus l'autre. Mais c'est ça qui fait que globalement, ça commence vraiment à porter des fruits. Mais dis-moi, alors, ces 50 personnes, s'ils veulent avoir un niveau professionnel pour après proposer des services à des clients, combien d'heures, combien de temps? C'est quoi? C'est 10 heures, 20 heures, 100 heures? Si vous allez sur le terrain, la formation? Ouais, une école, c'est du quoi? C'est en ligne? En fait, là, je lance ma première session. Là, je mettrai le lien parce que je trouve ça génial. Fin octobre. Et en fait, je pars sur une phase théorique, la première phase théorique d'à peu près 25 heures. Ah oui, quand même. Tout en visioconférence. Donc on fera une dizaine de sessions de 2 à 3 heures en visioconférence, peut-être une fois par semaine, où comme ça, chacun peut rester chez soi, il n'y a pas de problème de déplacement, d'hébergement, ni rien. On fait chacun de chez soi, c'est beaucoup plus facile et je peux me le permettre. Et la partie pratique, là je vais essayer d'organiser des chantiers formation, où voilà, des chantiers où mes clients accepteront aussi de recevoir mes formés, et avoir 4, 5, 6 personnes maximum par chantier pour faire des chantiers formation sur le tas, je veux dire, sur le terrain, de 6 jours à 7 jours en pratique. Donc pour l'assistance au terrassier pour la pose, 2 jours et demi, 3 jours pour la partie extérieure, tous les branchements sur cuve, extérieur, raccordement maison et tout, et 2 jours et demi, 3 jours pour la partie matériel intérieur. Et voilà, donc il faudra que je trouve les opportunités de chantier adéquates pour ça. Je voulais qu'on parle très rapidement, mais on mettra le lien, ce sera carrément plus simple. Tu avais dit à des gens que tu mettais en place une association, un regroupement d'autonomistes. Ça en est où? Et je présume que ça y est. Donc on va partager le lien. On en dira un peu plus sur la prochaine vidéo si tu veux, parce que là je trouve qu'on a quand même beaucoup développé sur ton activité qui. Alors, tu sais ce que j'ai eu? Alors ça c'est la première fois, je l'avais pas eu au début. On me disait ouais, tu fais de la pub pour Pierre, pour son. Je fais attendez, Pierre c'est un des rares en France qui nous a balancé des moyens d'avancer sur nos chantiers, sur notre vision de l'eau, qui nous a aidés. Alors je fais, et là je me fais un peu de pub aussi, je fais autant de pubs, et là je m'adresse aux entreprises, aux auto-entrepreneurs, aux associations, je fais autant de pubs que vous voulez. Si vous nous aidez à avancer dans énormément de questionnements, si je peux me déplacer, parce que des fois on me demande dans des endroits où je ne peux pas venir pour l'instant, mais je fais de la pub volontiers pour les gens qui partageons des infos comme ça, quoi. Personnellement, je peux pas en vouloir et j'en voudrais pas aux gens qui te disent ça et qui critiquent dans ce sens-là, parce que cette critique peut être légitime et voilà, sensée aussi si on veut. C'est juste qu'il faut comprendre que, comme je te disais, toi tu fais très bien ton boulot et tu as une très belle audience, un très bon public. Non, mais c'est vrai, mais tu sais bien, je le remarque aussi et tout dans beaucoup de retours. Et beaucoup de retours de mes clients aussi qui me disent mais c'est super ce que vous avez partagé sur l'archipel, mais quand je vois le fond de ces retours, le fond vraiment du commentaire de tous ces gens, de tous mes nouveaux clients, et de voir à quel point ils ont été séduits par ces vidéos,
Mais c'est parce que aussi tu le fais bien, justement, que ça passe très bien. Voilà, tu orchestres bien aussi tes sujets et tout, et ça passe bien. Les sociétés, tant qu'elles partagent des informations gratuites. Mais tu vois, ce que j'ai récupéré, moi, en retour professionnel, je veux dire, c'est ça qui est un peu fou et en même temps un peu beau, c'est que tout ce retour que j'ai récupéré professionnellement, ça vient directement de ce partage. Totalement. Et de ce don. Et c'est ce que beaucoup de ces gens qui m'ont contacté après m'ont dit, mais punaise, mais c'est tellement rare. Tellement rare, parce que tu te souviens à quel point j'ai hésité à te laisser filmer mon installation, et extérieure, et surtout intérieure. Tu m'avais dit, il y en a qui vont prendre les idées. Oui, parce que j'ai déjà été copié. J'ai déjà été copié par d'autres professionnels et tout. Peut-être. Mais j'ai déjà été copié, je sais, et tu sais que je sais pas trop comment me situer. Et puis c'est mon cœur qui a parlé. J'ai dit, si ton plaisir c'est de partager, ta passion c'est de partager, donc partage. Et j'ai partagé tout, et gracieusement. Et c'est les gens qui m'ont dit dans le retour, c'était concret, c'était pédagogique, c'était visuel, c'était précis et tout. Et là, on se rend vraiment compte. Et c'est ce qui manque. Et beaucoup de gens m'ont dit, on ne voit jamais ça, à ce point-là. Et surtout venant d'un professionnel, quoi. Surtout venant d'un professionnel lui-même. Parce que c'est un professionnel qui partage, c'est ça qui est rare aussi. Mais ça, je le fais, voilà, je fais avec militantisme, avec passion, avec cœur, avec amour. Et c'est un grand plaisir pour moi. Mais oui, j'ai eu un retour, mais c'est ça qui est fou, c'est que ce retour, je l'ai eu par le don. Et par générosité, je veux dire, et par partage tout simplement, et par plaisir. Et c'est ça qui est beau. Donc, est-ce que ça se critique, je veux dire? Je comprends, le sens de la critique, il est légitime, mais moi je ne juge pas. Voilà, on peut critiquer et tout. On sait très bien, toi et moi, que bon, voilà, ça participe évidemment à ce qu'on fait, et ça plaira jamais à tout le monde. On sera toujours critiqué de quelque part, mais la critique, quand même, je pense qu'elle est quand même relativement très minime par rapport au reste. Et comme tu dis, est-ce que le plus important, parce que voilà, tu participes, je participe, mais même si moi je participe de manière professionnelle, ben oui, mais je participe au Schmilblick aussi, je fais avancer la chose aussi, et justement, je permets aussi aux gens de pouvoir trouver une réponse professionnelle. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas... Législative. Oui, mais je ne pouvais pas non plus me permettre de tout arrêter par rapport aux problèmes que j'ai eu cet été. Et donc voilà, c'était une nécessité, il fallait que je puisse développer cette activité, que je puisse développer mon concept par ce réseau pro, et que je puisse maintenant généraliser, je veux dire, cette réponse professionnelle, parce qu'il faut trouver les moyens d'avoir une réponse professionnelle à offrir aux gens qui cherchent ces projets. Et puis voilà, et donc maintenant, à côté de cet aspect propre à l'eau de pluie ou purement professionnel, il y a le réseau social que je viens de mettre en ligne là, cette semaine. Je mettrai le lien en description. Je viens de le mettre en ligne, donc ça s'appelle... On parlera s'appelle plus en détail, mais vas-y. Autonomie plurielle, donc autonomie plurielle, donc tout féminin pluriel évidemment, autonomieplurielle.fr. C'est pas facile à trouver parce qu'il est tout nouveau, il vient juste. Très bien. Donc non, mais même sur Google, on a encore testé ce matin. C'est pas facile d'y accéder. Pour y accéder plus facilement, il faut mettre le https://www. Parce que si on met que autonomieplurielle.fr, Google, il est tout nouveau, tout frais, donc Google ne l'a pas encore référencé, il est encore assez difficile. Donc si vous voulez le trouver, mettez toute l'adresse complète avec le HTTPS et les 3 W. Allez en description de la vidéo, ce sera plus simple. Et donc en fait, c'est juste un réseau social, mais là, ça n'a rien de professionnel, c'est juste pour tous les autonomistes, donc c'est pour vous qui me regardez, c'est pour tous les autonomistes de tout poil, comme je dis à tout. J'ai divisé tout ce support web en 10 espaces, 10 catégories thématiques. Donc ça va, l'autonomie en eau, chauffage, électricité, assainissement, toilette sèche-compost, thermocompost. Aussi, il y a 2 sujets qui vous sembleront un peu particuliers, mais qui ont tout leur sens. C'est un sujet sur l'indépendance informatique, parce que le gars qui m'a aidé à mettre en place ce réseau social, il est professionnel spécialisé sur les réseaux, sur tous les logiciels et produits du libre, du monde libre, tous les logiciels libres. Moi aussi, j'ai envie de favoriser ça, donc on en a laissé cet espace aussi ouvert pour promouvoir les logiciels libres et aider les gens à pouvoir les utiliser au mieux. Et il y a aussi un espace sur la monnaie libre, la June, que tu connais aussi. Tu m'en avais parlé, je m'y intéresse, mais j'ai pas eu le temps encore. Non, mais bon, voilà, mais moi aussi je m'y intéresse, mais j'ai pas encore franchi le pas. Mais demain, je vais sur une journée spéciale June à Toulouse, justement. Mais voilà, c'est un sujet qui mérite aussi d'être parlé. Et bon, l'autonomie alimentaire aussi, voilà. Donc il y a tous ces espaces qui sont
thématiques et qui sont disponibles. Il y a juste à s'inscrire, évidemment c'est gratuit, il y a juste à s'inscrire, même si vous n'avez pas envie de participer activement sur ces discussions ou ces partages d'informations ou quoi que ce soit, c'est important aussi que vous puissiez simplement vous inscrire, vous enregistrer, parce que ça permettra aussi justement de fédérer, au moins simplement par votre adresse mail, de pouvoir fédérer un maximum de gens qui sont dans toutes ces autonomies, parce que si un jour, que ce soit pour concernant l'une ou l'autre des autonomies ou quoi que ce soit, si un jour il y a une grosse information importante, urgente ou quoi que ce soit à communiquer, ce sera un réseau de diffusion large et rapide aussi justement pour ce type d'information. Comme j'ai déjà dit, un nouveau texte réglementaire qui passe par exemple, qui serait plus contraignant, plus restrictif ou quoi que ce soit, ou une bonne nouvelle aussi, ça peut arriver. Ouais, quand même, partage aussi des bonnes nouvelles, sinon on va croire que c'est que des contraintes. Ce réseau social, aussi évidemment sur un logiciel libre, donc beaucoup plus sécurisé et fiable que Facebook ou n'importe quoi, il est fait pour vous, et justement ce sera pour discuter, pour partage d'informations, de retours d'expérience, des questions pour les nouveaux autonomistes, qui vont, les autonomistes en devenir, je veux dire, qui vont se lancer, et aussi justement ça permettra de pouvoir avoir, de fédérer le maximum de gens qui sont là-dedans, pour pouvoir communiquer très rapidement et très largement. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir autonomieplurielle.fr. Et voilà. Pierre, tu t'es pas énervé aujourd'hui, j'espère que tout va bien, je vais prendre ta tension. Non, merci pour cette explication. De l'eau, hein. Arrête, parce que la dernière fois on avait des boissons houblonnées à la main, ils vont se dire c'est vraiment des... Et eau. Ah ouais, de l'eau, oui, de l'eau. Et eau, de l'eau. C'est pas la prohibition non plus, hein, hein? Pas encore. Je serai obligé de mettre un peu. Bon, Pierre, merci beaucoup. Et puis, merci pour d'en avoir reparlé. Il y a des gens qui voulaient savoir et on attendra d'avoir un supplément d'informations venant de l'Europe. Non, de la France. Non, apparemment, d'après ce que je sais, apparemment, c'est un dossier qui a été déposé pour pouvoir avoir une validation ministérielle pour pouvoir officialiser, je vais dire, la pédoépuration. Est-ce que ça passera par une dérogation? Est-ce que ça passera par un agrément? Un agrément, ça m'étonnerait, pour moi, c'est pas concevable. Donc, à mon avis, ça sera peut-être une validation dérogatoire, mais qui serait une ouverture, en fait, enfin, une ouverture officielle pour la pédo, qui serait donc possiblement considérée conforme maintenant. Enfin, donc on verra. On croise les doigts. Ah oui, mais on verra courant 2022, donc évidemment, dès que ce sera... Enfin, si ça aboutit, dès que ce sera officialisé, ben évidemment, on en reparlera. Okay. Mais en attendant... il y a toujours possibilité de s'appuyer sur ce que tu de négocier, d'argumenter en tout cas, mais surtout déjà la base, l'article 3 des directives européennes et cet article du CGCT qui permet d'éviter, qui démontre qu'on n'a pas besoin d'agrément pour une pédoépuration. Merci beaucoup pour cette intervention, Pierre. À très bientôt. Avec plaisir encore. Ciao, ciao.